Eh bien, démarrons maintenant. Donc, j'ai la joie cet après-midi d'accueillir le collectif U2P050. Et vous savez que dans le cadre de notre thème Jouer collectif, on parle de toutes les dimensions collectives du jeu, des mondes virtuels et de la blockchain. Et avec ce collectif qui travaille depuis plusieurs mois à l'installation de leur exposition à l'église des Trinitaires, je crois qu'on a une incarnation assez complète de ce qu'on veut raconter avec ce festival. Je veux bien sûr les laisser présenter leur projet. En tout cas, je veux les remercier d'être là, d'avoir joué le jeu du festival à fond, d'avoir créé une installation qui est sans doute ce que l'église des Trinitaires a vu de plus spectaculaire depuis de nombreuses années. Le vernissage de leur exposition aura lieu à partir de 18h30, immédiatement après la fin des conférences ici. Donc, comme on l'a fait hier pour ceux qui étaient déjà là, on ira tous ensemble sur le lieu du vernissage, donc qui est dans le centre-ville d'Arles, pour découvrir leur installation intitulée On ne peut empêcher les oiseaux. Mais voilà, j'en révèle pas plus et je vous laisse présenter votre travail. D'accord. Merci beaucoup Fabien pour cette introduction et merci Octobre Numérique de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir accueillis et fait confiance sans vraiment avoir vu quoi que ce soit. C'est Fabien qui nous a invités après une discussion de 1 heure et c'est, je pense, une très grande qualité. Merci Fabien pour ça. Je me suis trompé en fait, j'ai jamais dû faire ça. Donc oui, On ne peut empêcher les oiseaux est un projet qui a dû démarrer en développement il y a bien 2 ans avec la lecture d'un livre qui s'appelle Métaphysique cannibale de Eduardo Viveiros de Castro. Et c'est pour vous faire une brève introduction, on va dire, de la perspective de cette exposition qui justement se base sur le multiperspectivisme. Le multiperspectivisme est une problématique qui consiste à penser que chaque être vivant a sa propre posture face au monde. Et dans ce travail qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on est tous sur scène, il y a un redoublement aussi dans la pratique collective où, vous avez compris, c'est ni une exposition collective, ni une installation seulement de notre studio, ou alors seulement vidéo, ou alors seulement VR. C'est vraiment la question de redoubler l'ensemble des médias et l'ensemble des pratiques. Amalia, qui est ici, a réalisé toute la création plastique. Hugo s'occupe de la création relationnelle et du tissage des liens. Rodolphe s'occupe de la création sonore. Et Inès a accompagné Amalia tout au long de la création plastique ce mois-ci à Arles. Et peut-être que je peux du coup laisser Hugo présenter le studio. Donc le studio U2P050, c'est une machine de création qu'on a lancée en 2019. C'est formé sous une entreprise, sous un statut d'entreprise. Et on s'est réunis ensemble, on venait du même lycée, sans savoir exactement ce qu'on allait faire de cette entreprise. Et donc au fil des expérimentations, des recherches, des interviews qu'on a faites, on a commencé à développer notre médium principal, qui est du coup l'installation, mais qui peut être aussi des expositions vidéo, des livres. Et l'idée, c'est dans tous nos projets de s'intéresser à une question philosophique et d'utiliser des nouvelles technologies pour les investir. Donc pour notre dernier projet, notre dernière exposition, c'était autour de l'évolution technologique des machines à traire. On s'est intéressé aux transformations technologiques qui affectaient le monde de l'agriculture. Et ça prenait la forme d'une machine à traire futuriste dans un monde où il n'y aurait plus d'humains. Et on a passé beaucoup de temps en Picardie pour faire cette recherche. Et donc cette exposition, c'est le prolongement de cette recherche qu'on avait initiée avec Cryptosporidium, c'était le nom du projet. Et là, cette fois-ci, du coup, la question philosophique qu'on investit, c'est celle du multiperspectivisme. Mais ça peut être, on a une autre exposition, par exemple, qui s'interroge sur la circulation médiatique des images pornographiques. Et là, on a réinterprété des images de porno gonzo des années 90 par intelligence artificielle. Et les vidéos sont à voir dans la cabine d'un sex shop. Donc là, par exemple, ce qui nous intéressait, c'était de voir ces images qui disparaissaient, les images du porno gonzo qui sont liées à l'apparition des caméras portatives et qui disparaissent avec Internet qui propose une nouvelle imagerie pornographique. Et donc de voir avec l'intelligence artificielle comment une certaine boucle se crée. Et
Et voilà, et dans le studio, l'idée c'est que chacun de nos projets, quand on investit ces questions philosophiques, c'est que tout le monde, de la comptabilité avec Marc qui est ici présent au premier plan, à Rodolphe sur le sonore, Richard qui est journaliste et qui n'est pas là aujourd'hui, Félix sur aussi la philo et les technologies, c'est-à-dire qu'on essaie de tout mettre sur un plan horizontal et de s'informer les uns les autres de comment est-ce qu'on pourrait le plus intelligemment créer un nouveau projet. Et ça, c'est super cool comme manière de travailler. Je vous aime, les gars. Et du coup, pour reprendre sur On ne peut empêcher les oiseaux, sur ce concept de multiperspectivisme, le but dans le développement, ça a été de montrer l'ensemble des perspectives qui sont présentes sur le site des salins. Donc, qui sont à la fois des perspectives minérales, des perspectives animales et des perspectives humaines. Et pour ça, on est persuadé que montrer la diversité des espèces vivantes qui existent passe dans notre travail par montrer la diversité des machines qui sont capables d'enregistrer le réel. Et à l'intérieur de cette exposition, du coup, il y a tout un travail sur les caméras thermiques, le lidar, les longues vues, le microscope, qui sont toujours des outillages de vision. Et du coup, il y a ce décalage où on est persuadé que les machines et le gameplay avec la VR et l'installation peuvent permettre de montrer la diversité des espèces qui existent dans le vivant. Donc il y a vraiment cet aller-retour. Et peut-être que Rodolphe peut parler du coup de comment tu as capté le son, de comment tu as retransmis cette diversité. Et pour l'aspect sonore, je me suis armé de plusieurs micros, toutes qui ont une caractéristique assez particulière parce qu'ils peuvent enregistrer dans des milieux différents. J'ai utilisé un géophone pour enregistrer les ondes sismiques ou les vibrations de la mer au bord de la Méditerranée. J'ai enregistré l'eau des salins avec un hydrophone, les chauves-souris avec un détecteur ultrasons. Et toutes les activités humaines. Parce que la spécificité des salins, et ça c'est pour ça que c'était un terrain d'étude hyper intéressant, c'est que ça veut dire beaucoup de choses sur notre rapport à la préservation de la nature. C'est-à-dire que c'est vraiment une réserve ultra sanctuarisée. T'as personne qui peut rentrer sur le site. Donc depuis 1995, c'est un ancien site industriel salin. Et c'est devenu une réserve naturelle. Plus aucun humain, mais tout autour, c'est l'aire urbaine de Hyères, avec son aéroport, sa plage qui est hyper fréquentée. C'est du coup ces Airbus qui passent en permanence au-dessus du site. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir comment, on continue du coup d'être à fond dans la modernité, dans nos activités humaines, et pourtant on a on crée aussi ces sortes d'îlots en dehors de tout. Et toi, tu as travaillé du coup pas mal sur ces. Le but, c'était vraiment de mettre en valeur les contrastes sonores qu'il y a au salin, quoi. Donc à la fois le son des passereaux et des limicoles qui est des petits sons tout mignons parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs sur les salins. Et en même temps, le site il est traversé toutes les 15 minutes par des hélicoptères et par des avions. Il y a le Magic World qui est un parc d'attractions qui est vraiment collé au salin. Et donc tout ça, ça rajoute des sons très intéressants et de se rendre compte qu'en fait, tout cohabite. Donc nous, on n'est pas là pour juger, pour dire que les sons humains, ils sont peut-être plus moches que les sons des batraciens, mais plutôt, on est là pour montrer que la diversité. Ouais, et Amalia, tu pourrais peut-être parler de la visite qu'on a faite ensemble, de la première. Ouais, je peux. Du coup, on est partis en repérage tous ensemble au salin. Et c'est vrai que c'était super intéressant de voir, d'observer en fait les oiseaux, la vie en même temps qu'il peut y avoir tout autour du site, et ce contraste très fort entre l'activité humaine et la place qu'ont les oiseaux et aussi le végétal. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des textures incroyables dans les eaux et avec cette terre un peu particulière, très salée. Qui m'a beaucoup inspirée justement dans les matières que j'ai utilisées dans la scénographie, notamment avec des matières miroirs comme l'eau, qui m'ont permis justement d'amener, comme ce que disait Félix tout à l'heure, une nouvelle vision de ce qu'on peut apercevoir des vidéos ou de tout le travail qui a été fait autour de la scénographie. Et de mettre en valeur en fait le travail de Félix et aussi ton travail, que l'eau puisse aussi être un prisme. Un miroir de réverbération du son. Exactement. Dans le processus de production, c'est ça qui était vraiment ouf, je trouve. C'était une sorte d'aller-retour en permanence. La mise à plat qu'on a dans U2P, on a essayé de la mettre dans la production de cette expo.
Oui, c'est ça. Autant avec toi, Amélia, Inès, que Alexis, le chef constructeur, Ouais. que je voulais appeler artiste dans le communiqué de presse. Bon, il a refusé. C'est un artisan. Mais ouais, c'était intéressant aussi de se mettre Qui a à sa plat entre nous. sensibilité artistique aussi Ouais. très présente, quoi. Oui, c'est ça. C'est Ouais. lier tous les corps de métier Ouais. et en même temps créer quelque chose de très lié, enfin, comme sur ce site où, très particulier où tout se mélange. Et là, c'est un peu pareil dans l'exposition où on a plusieurs corps de métier qui se sont mélangés et qui ont créé un lien très fort entre chaque élément, Ouais. je trouve. C'est vrai. Il faut dire qu'au début, chacun bossait un petit peu dans son coin, même si on avait déjà une base philosophique commune, le multiperspectivisme, et que plus ça avançait, plus le tunnel continuait, et on voyait la lumière au bout, et plus on arrivait à tous s'attraper les uns les autres et à faire et à vraiment composer ensemble quelque chose de cohérent artistiquement pour que tout résonne bien ensemble. La scénographie, la VR, le son. J'adore, on en parle comme si vraiment l'expo elle va être incroyable, alors que les gens l'ont pas encore vue. Moi personnellement, c'est une exposition qui me touche beaucoup du point de vue de la musique. C'est la première fois que j'arrive à faire le lien entre ma pratique de field recording et la musique que je compose depuis que je joue de la guitare, depuis que j'ai 13 ans. Et voilà. Voilà, donc c'est très touchant. Enfin, moi, franchement, c'est un projet qui me touche beaucoup. Oui, bah, pareil. Enfin, pardon. Non, vas-y. Non, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis, dans le sens où tu as pu lier ta pratique de field recording avec la musique. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on a tous un peu produit dans l'idée plastique de la scénographie, j'ai l'impression que c'était plus un support pour aider à ce que tous les médiums se fassent comprendre et fassent écho les uns avec les autres. Enfin, c'était intéressant. Ouais, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que du coup, enfin, vous allez voir, mais toute l'installation est connectée, enfin, comme un écosystème, celui des salons. On a essayé de tout interconnecter, que ce soit les enceintes, l'eau, j'en dirai pas plus, les lumières, la vidéo, la VR, et ça, peut-être que tu peux aussi un peu en parler, Félix. Oui, la VR. L'idée, c'était de vraiment avoir une installation qui était continue entre les projections numériques et la VR, avec une synchronicité temporelle, où le spectateur puisse faire l'expérience à la fois de l'univers virtuel et de revenir en fait dans l'univers réel et de voir aucune transition, comme si c'était resté dans le même monde en permanence. Il y a aussi le son qui est bossé exactement de la même manière, qui est retranscrit. Après, c'est vrai que c'est toujours pareil, on n'arrive pas à l'endroit où on voulait arriver, mais c'est vrai que c'était très important pour nous, le masque VR, dans cette lignée du multiperspectivisme et en fait du travail qui est fait dans, on va dire, les cosmologies multiperspectivistes sur les masques et les transformations de perspectives, notamment les cosmologies et les qu'on a appelées animistes, qui utilisent beaucoup des masques à transformation, qui sont des masques avec 3 ou 4 étapes d'ouverture où à chaque fois on retrouve un humain derrière, ou en tout cas un point de vue qui s'apparente à l'humain. Donc c'est vrai que cette réapparition du masque de VR, je ne sais pas si on dirait masque, parce que le masque ça sert toujours à se montrer, se cacher de quelqu'un d'autre, alors que le casque de VR c'est pour soi-même seulement. Mais il y a vraiment cette ambivalence avec le casque de VR sur le fait que est-ce que ça nous donne une vision qui est plus qu'humaine, contrairement à l'écran, et vraiment une corporalité, quoi, de habiter autre chose que soi-même directement à l'intérieur du casque de VR. Et tu veux parler du jeu vidéo de American Jay? De America's Army. Je sais pas, je trouvais ça intéressant. Oui, en fait, on avait préparé une présentation qui était moins collective, qui était plutôt sur le multiperspectivisme. Mais c'est vrai que le concept de multiperspectivisme, il est un peu compliqué à comprendre et dans sa problématique avec son implémentation dans le gameplay. Mais il y a un jeu qui est assez connu qui s'appelle America's Army, qui avait été utilisé, enfin qui avait été développé même et créé par le gouvernement américain, par l'armée américaine, pour servir de plateforme de recrutement. Et ils sont tombés face à une problématique qui est assez radicale, c'est que l'armée américaine ne pouvait pas développer un jeu vidéo où on tuait des GI ou des Marines. Donc il y a une problématique qui paraît assez évidente par rapport à tous les autres jeux, si on pense à Call of Duty, Counter-Strike, où en fait on choisit de jouer le terroriste ou l'armée américaine, ou on va dire les alliés.
Et du coup, on joue finalement aux terroristes. Là où dans America's Army, on ne peut pas jouer aux terroristes. Et leur réponse a été la suivante, c'est que tout le monde voit son équipe toujours comme des Marines et les autres comme terroristes. Et du coup, il y a cette implémentation qui est déjà une implémentation multiperspectivisme où la position du regardeur ou la position du joueur produit la corporalité des autres. Donc on ne voit pas en même temps, dans le même monde, la même chose. Là où normalement, on a cette continuité à la fois du monde et des gens, à la fois dans le monde réel, mais aussi dans les mondes virtuels, où tout le monde voit le même avatar pour quelqu'un d'autre. On n'a qu'un avatar et c'est pas l'autre qui actualise différents avatars. Donc, donc ça, c'était un multiperspectivisme, mais qui en fait, à la fois, qui montre certaines choses sur la vision du bien et du mal, qu'on ne peut jamais se battre pour le bien, qui est déjà une implémentation d'une certaine cosmologie, on pourrait appeler ça une cosmologie, bah oui, mais anglo-saxonne et surtout américaine post-2001. Mais du coup, si cette idée d'implémenter directement dans du gameplay de la variation multiperspectivisme et donc de la variation qui est produite par le regardeur et pas seulement par le joueur. Mais... Clairement. Et c'est la piste qu'on voulait développer pour les salons. Et voilà. Et par exemple, on voulait aussi faire en sorte que dans le gameplay, les variations, les mouvements du regardeur puissent créer des variations de l'environnement, mais on n'a pas testé. C'est pour la prochaine. Pour la prochaine. On peut prendre quelques minutes pour des questions, éventuellement, si certaines et certains d'entre vous veulent poser des questions au collectif U2. Alors je sais qu'on n'a pas encore vu l'exposition, c'est toujours un petit peu abstrait, mais oui, c'était là. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la lumière, s'il vous plaît? Bonjour. J'avais une question parce que du coup votre projet, et je suis pas sûre de l'avoir compris à sa juste valeur parce que j'ai pas vu encore, mais il me fait un peu penser je fais un parallèle avec un jeu qui s'appelle Everything, qui est un jeu dans lequel du coup on peut être à différentes tailles, à la fois un insecte, à la fois un humain, à la fois une planète. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu ou si c'est quelque chose qui vous a... Non. Okay, mais du coup, c'est assez beau parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien à faire entre les deux. On ira y jouer. Hein. Vous connaissez pas Everything. Come on, guys. Ah non, c'est génial. Franchement, on peut être tout. David O'Reilly, qui un jour peut-être viendra à Octave Numérique faire monde parler d'Everything. Il a implémenté donc un espèce de monde comme ça, multiperspectiviste. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est pas la même chose que vous, c'est que lui ne s'est pas ancré dans un territoire particulier, tandis que vous avez fait parler un territoire. Et là, je vois moi une différence notable, en tout cas, c'est que pour leur travail, c'est ici et maintenant, avec les acteurs qui sont présents, avec leur présence à l'intérieur de ce lieu. Et tout ça, c'est Viveros de Castro, il insiste beaucoup là-dessus. Le point de vue depuis lequel on parle, il est mêlé à nous-mêmes et la chose qui est observée. Et ce que fait pas forcément Everything, qui est justement nulle part et partout dans le cosmos et dans les insectes. Une autre question pour U2? Je vais pouvoir faire Eh bien, merci. J'ai juste, pardon, toi tu as une question peut-être? En fait, ce projet, il en a fait démarrer un deuxième, dont j'aimerais rapidement parler aujourd'hui. Désolé, je fais ma promo. C'est ce livre qui s'appelle Moebia. Et en fait, Rodolphe parlait de ce parc d'attractions qui est à côté des Salons, qui s'appelle le Magic World, et qui en fait a installé des lettres d'Hollywood Magic World sur une colline qui jouxte les Salins. Et cette colline, c'est une montagne de déchets municipaux qui sont entassés ailleurs depuis 25 ans. Et que la ville a revégétalisé et laissé le parc s'installer à côté pour écrire ces lettres Magic World. Et donc, on a imaginé une petite histoire dans laquelle des formes d'extraterrestres venaient au Magic World et essayaient de percer ses secrets. Et la technique d'écriture, c'est le text-to-speech. C'est une technique d'écriture d'intelligence artificielle. On écrit du texte et ça génère de l'image. Et ça ressemble à ça. Vous pourrez le découvrir en détail dans l'exposition aussi. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Fabien. Merci Fabien.